Alors la richesse et la qualité du dossier que Riyad Ben Khalifa présente dans le cadre de son habilitation à diriger les recherches ne saurait vous étonner, vous, ses collègues, et ne saurait étonner non plus ceux qui, comme moi, ont la chance de le connaître depuis plusieurs années et d'avoir ainsi pu associer à certaines de ses initiatives scientifiques, mesurer sa capacité à organiser la recherche collective dans le cadre de coopération internationale, tout en ouvrant avec brio de nouvelles pistes de réflexion. La fécondité des travaux qui ont eu lieu dans le cadre du colloque sur l'inhospitalité en Méditerranée occidentale du 15e à nos jours, récemment, en décembre 2019 à Agadir, qu'il avait organisé, en a été la dernière manifestation. C'est donc avec joie, avec grand plaisir que je participe à cette soutenance qui conduit pour Riyad à un accomplissement incontestablement mérité. Alors le dossier qu'il présente, on l'a dit, se compose de trois éléments principaux: la synthèse des travaux scientifiques, en second lieu un rapport sur les activités pédagogiques, et puis enfin un ensemble de travaux publiés qui constituent le troisième élément, avec un recueil réunissant une sélection simplement de textes publiés et apparaître, et puis des livres, la thèse parue chez Honoré Champion en 2015, et puis 4 directions ou co-direction d'ouvrage. C'est dire la densité et le foisonnement de cet ensemble, dont mon seul léger regret est qu'il ne soit pas plus aisément maniable. On l'a dit, Riyad est un travailleur infatigable et il n'en attend pas moins des membres du jury, parce que, en fait, faute de table des matières du recueil d'articles, de structuration de celui-ci selon les axes thématiques qu'il a dégagés dans la synthèse, le lecteur peine quelque peu à se repérer. Il met du temps à assimiler toute cette masse qui, il faut le dire, effectivement est rassemblée dans de grosses boîtes comme ça, un peu tétanisantes pour le membre du jury. Et je pense également qu'avec une meilleure structuration, le lecteur aurait pu prendre plus immédiatement la mesure du rôle essentiel que vous avez joué, Riyad, dans l'animation de la recherche, puisque vous avez coordonné, au-delà des livres qui sont publiés, des directions, des co-directions, une douzaine de journées d'études, animé 2 séminaires, et que l'interaction entre l'individuel et le collectif est à l'évidence pour vous essentielle, et c'est une contribution qui me semble peut-être pas assez valorisée. Alors j'aurais voulu souligner le sens professionnel de Riyad Ben Khalifa, qui s'est pleinement investi dans ces lieux d'implantation. Bien sûr, la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de Tunis, comme maître assistant, son expérience pédagogique en licence et en master, sa contribution à l'encadrement, à l'évaluation des étudiants, ses responsabilités institutionnelles et administratives l'attestent, tout comme le fait, mes collègues l'ont déjà souligné, d'avoir accepté d'être le rédacteur en chef de la série Sciences humaines et sociales des Cahiers de Tunisie pour relancer cette ancienne revue et lui donner un vaste rayonnement national et, si possible, international. Alors on l'a dit, mais je voudrais à mon tour y insister, une telle fonction éditoriale est chronophage, elle est exigeante, elle est parfois difficile humainement, et il a évoqué le taux de rejet important des propositions reçues, qui effectivement ne font pas à l'intéressé que des amis. C'est le risque de cette fonction, on l'a tous assumé, et donc l'ampleur des tâches qu'il a remplies par ailleurs n'en est que plus remarquable. Alors je voudrais m'arrêter quelque peu à mon tour sur le rapport pédagogique qui, absent en tant que tel de la procédure française, puisque le mémoire d'égo-histoire est essentiellement centré sur le parcours de recherche, a de ce fait retenu toute mon attention. À la fois par principe, parce que cet état des activités d'enseignement remplies par l'impétrant, avant de prétendre exercer des fonctions de professeur d'université, me semble tout à fait précieux, puisqu'il rappelle la place occupée par l'enseignement dans les attributions d'un enseignant-chercheur, place qui ne doit pas être celle d'un parent pauvre, et qui renvoie, comme le dit Riyad lui-même dans son volume 2, à la capacité d'aborder des problématiques nouvelles, tout en respectant la nécessité de donner aux étudiants des connaissances de base, aussi bien sur le plan des informations que sur le plan méthodologique, et de varier les supports pédagogiques, autant donc de défis qu'il entend relever. Et de fait, les remarques méthodologiques qu'il fait dans ce volume sur les exercices requis, sur les outils archivistiques, les différentes fiches de cours qui sont regroupées, montrent la détermination de Riyad Ben Khalifa à concilier dans ses cours exigence,
en termes de détermination des thématiques, ouvertes aux objets de recherche personnels, de conception des cours, exigence donc, mais aussi responsabilité, en répondant aux attentes des étudiants en matière de connaissances fondamentales sur l'histoire de l'Europe occidentale et africaine au XXe siècle. Il est en un sens facile de ne faire des cours que sur ces thématiques de recherche et d'oublier un peu les attentes des étudiants, les exigences de celles-ci. Et là, la détermination de l'ensemble des thématiques de cours montre bien la volonté de concilier ces deux aspects, ce qui me semble tout à fait méritoire. Et par ailleurs, pour qui enseigne certains de ces thèmes, les relations internationales ou la construction européenne en ce qui me concerne, il est fécond de lire les fiches afférentes de présentation des cours et on aimerait parfois dans la foulée échanger sur tel ou tel parti pris. En fait, le rapport révèle un vrai goût pour l'enseignement et montre la façon dont celui-ci et la recherche se sont nourris mutuellement au fil des années. Et cette importance accordée à l'enseignement justifie, me semble-t-il, fort à propos le projet de Riyad de rédiger prochainement un manuel méthodologique qui est un des projets qui est mentionné à la fin de son mémoire de synthèse. Le rapport souligne par ailleurs également l'autonomie dans laquelle cet enseignement magistral a été conçu et professé pour une part. En outre, les premières pages de ce volume consacré à la pédagogie offrent au lecteur une réflexion tout à fait intéressante, et a fortiori aux lecteurs étrangers, une réflexion tout à fait intéressante sur la situation de l'enseignement supérieur de l'histoire en Tunisie, avec ses défis spécifiques, par exemple la question de la langue, mais aussi certains défis auxquels les collègues français sont également confrontés, par exemple la faible employabilité des diplômés en sciences humaines, l'absentéisme ou l'abandon d'une partie des étudiants de première année, etc. Et à bien des égards, j'ai trouvé que ces pages liminaires du rapport pédagogique étaient une sorte de manifeste en faveur de l'exigence intellectuelle, de la rigueur, c'est aussi un terme qui m'est venu à l'esprit, de l'ouverture, en particulier linguistique, sous le signe desquels Riyad Ben Khalifa entend placer ses futures fonctions professorales. Il est d'ores et déjà très actif en matière de formation par la recherche, puisque non content d'encadrer les masters, comme cela a été déjà mentionné, il s'est investi donc dans son laboratoire de rattachement, Histoire des économies et sociétés méditerranéennes, en y animant depuis 2016 un séminaire centré sur les questions migratoires, mais qui s'est d'abord intéressé aux circulations individuelles et collectives en Méditerranée, avant de s'orienter vers la question de l'accueil de l'autre, et ce séminaire a évidemment une fonction de réflexion, une fonction préparatoire à l'organisation d'un certain nombre de colloques. La question de l'accueil et le colloque dont j'ai parlé sur l'hospitalité, l'inhospitalité, le montre bien. La liste des intervenants, dont j'ai eu le plaisir de faire partie à l'automne 2018, lors d'une séance comparative avec le professeur Béchir Yazdi, atteste la détermination de Riyad à varier les regards disciplinaires, les apports méthodologiques, les ancrages historiques également de l'époque moderne à l'actualité la plus immédiate, de manière à amener des confrontations de thématiques ou des comparaisons de périodes. Alors, pour en venir au dossier de recherche présenté, il est sans conteste, on l'a dit, j'y insiste à mon tour, dense et diversifié, tout en restant fondamentalement très cohérent. Le mémoire de synthèse retrace avec précision, avec pertinence, un itinéraire structuré peu ou prou autour de 3 thématiques majeures: contrainte, justice et transgression, parcours et vécu migratoire, et puis espace méditerranéen et subsaharien. La première de ces thématiques est à la fois le point de départ et le socle de la recherche, puisque d'une thèse visant à montrer comment la justice a été utilisée par le régime de Vichy pour mettre en place un dispositif de contrôle de la société, une politique d'exclusion des éléments jugés indésirables, autrement dit, inscrivant la question migratoire dans une étude de la justice, le regard s'est ensuite déplacé, focalisé sur l'immigration par le prisme privilégié des archives judiciaires. Justice et migration sont donc étroitement corrélées dans beaucoup de textes rassemblés dans ce dossier, et c'est certainement l'une des contributions originales de Riyad Ben Khalifa à l'histoire de l'immigration en France que de prendre la justice comme point d'observation grâce à sa familiarité avec ses fonds archivistiques. Ce déplacement de la focale
C'est accompagné d'un élargissement de la période étudiée à la seconde moitié du XXe siècle, en particulier les Trente Glorieuses, au gré de travaux stimulés par la participation, ou l'initiative d'ailleurs, à des projets collectifs. Stimulés également par les questionnements actuels autour de la mobilité et de la frontière, autour de la dialectique droits individuels et souveraineté nationale, questionnement actuel qu'il a appliqué à d'autres contextes antérieurs, par exemple les circulations régulières ou irrégulières des travailleurs yougoslaves de la fin des années 50 à celle de la décennie suivante, un article qui n'a pas encore été cité et qui est tout à fait intéressant. Dans sa réflexion sur la question migratoire, Riyad Ben Khalifa se veut historien et citoyen. On a déjà mentionné le terme, ce qui s'est traduit par un engagement militant pour les droits des migrants au sein de la société civile. Et je voudrais souligner le fait qu'avec subtilité, il évite le risque majeur de la confusion des genres, tout en travaillant à un enrichissement mutuel de chacun des registres. D'un côté, une capacité critique et théorique, de l'autre, des expériences de vie et de terrain, même s'il est amené à constater que les passerelles entre les deux mondes, le monde académique, le monde associatif, sont à la fois stimulantes à établir, mais peut-être pas toujours si aisées à construire. Dans ses travaux, Riyad articule jeu d'échelle, à mon tour de reprendre ce terme, entre le local, le national, l'international, et diversité historiographique. Il est un spécialiste donc reconnu de l'histoire occidentale. La multiplicité des contextes dans lesquels s'inscrivent ses recherches, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les Trente Glorieuses, lui conférant une connaissance maîtrisée des politiques publiques françaises en matière migratoire et des évolutions socio-économiques dans lesquelles s'est inscrite la mobilité. Utilisant le département des Alpes-Maritimes comme observatoire, connaissant parfaitement ses ressources archivistiques dont il tire certaines pépites, j'ai moi aussi, comme Dominique Khalifa, eu le sentiment qu'il les connaissait parfaitement et qu'aucun document de ces fonds ne lui échappe, il est donc capable d'élaborer, à partir de cet échelon local, une recherche en prise avec les enjeux nationaux, européens et méditerranéens de la période étudiée. C'est donc sur cette base qu'il a également contribué à développer ici une histoire des migrations dont il souligne dans l'introduction du livre collectif qu'il a dirigé sur étrangers au Maghreb, maghrébins à l'étranger, que c'était un des parents pauvres de la recherche en sciences sociales et qu'il a donc contribué à fédérer les quelques spécialistes nord-africains tout en s'appuyant sur ses liens avec les homologues européens et donc à tisser un réseau international sur ces questions. Sur ces questions migratoires, les fils problématiques qu'il a suivis sont multiples. Comment apprécier le poids respectif des différents facteurs de la mobilité? Dans quel objectif et selon quelle modalité la puissance publique l'encadre-t-elle, cette mobilité, la régule-t-elle? À ce titre, à mon tour de dire un mot des textes qui ont été consacrés à un angle mort, comme il le souligne, des études sur le volet métropolitain du nationalisme algérien, les Alpes-Maritimes, que j'ai trouvé, comme mes collègues, tout à fait passionnants. Il rappelle donc que ce département frontalier était à la fois pour le FLN un nœud de circulation, un nœud de transit dans l'Hexagone, un lien avec les bases arrières européennes et arabes du FLN, une zone opérationnelle, et il montre donc bien comment l'enjeu de surveillance, de contrôle, de neutralisation était central pour les pouvoirs publics français. Il me semble toutefois que l'assertion selon laquelle la répression par action judiciaire, par internement administratif, par détention, daignait coloniser la qualité d'individu dont l'action publique pouvait s'expliquer par la défense de valeurs et d'intérêts, je cite le volume 1, page 62-63, mériterait d'être discuté à partir de la comparaison avec d'autres expériences de criminalisation de faits à teneur politique imputés à des étrangers d'origine européenne, non colonisés, donc présents dans l'Hexagone, et pour avoir travaillé sur les Espagnols, j'ai l'impression que cette même criminalisation a eu lieu à propos de délits faits par des étrangers, sans que pour autant il y ait donc une approche qui soit une approche inscrite dans la perspective coloniale. Mais quoi qu'il en soit, étudiant le fonctionnement du FLN
à l'échelle départementale, ce qui donne donc un éclairage extrêmement précis sur la structuration cloisonnée et évolutive de l'organisation collective et clandestine, sur les modalités de sa violence politique, sur les raisons de celle-ci, sur la manière dont la violence touche avant tout la communauté algérienne, comme dans le reste de la métropole et en Algérie même. Il va donc à rebours d'un certain nombre d'idées reçues de manière extrêmement argumentée, et cet article retient indéniablement l'attention. Ainsi que l'étudie divers textes du dossier, le cadre normatif de la migration est défini par les autorités du pays d'accueil en fonction d'un contexte socio-politique évolutif. Alors plusieurs articles s'inscrivent dans cette perspective, et par exemple celui sur la fabrique des clandestins en France entre 1938 et 1940, avec son volet en lien avec la législation sur le séjour et le travail des étrangers. Cet article brosse en fait un tableau des textes de ces années charnières. Il est peut-être dommage que ces textes ne soient pas mis en relation avec le protectionnisme social des années 30, dont il constitue en quelque sorte la continuité et l'aboutissement, et n'envisage pas non plus, enfin du moins ne pose pas la question des modalités d'application de cette législation spécifique dans certaines régions frontalières. Un jeu d'échelle entre le régional et le national aurait peut-être été pertinent. C'est plus une question d'ailleurs qu'un reproche, mais une question qui est liée toujours à nos études sur les Espagnols dans la région du Sud-Ouest, où un certain nombre de législations ont été appliquées différemment à la demande des préfectorales, ou tout au moins il y a eu demande préfectorale d'appliquer différemment ou de restreindre certaines des législations en place. C'est la même chose en Algérie vis-à-vis des Espagnols dans ces années. Donc là, quelques questions me sont venues à l'esprit. Le cadre normatif de la migration relève aussi bien sûr de normes internationales et d'accords bilatéraux, et on aurait parfois aimé que l'historiographie et les archives des relations internationales dont vous vous réclamez soient mobilisées à titre d'appoint sur ces questions. Alors ce n'était pas exactement la cible de l'article, donc je conviens qu'on cherche quelques pistes auxquelles s'accrocher, mais finalement ces relations internationales qui sont immédiatement évoquées en tête du mémoire de synthèse ne sont mises en relation que dans les textes très contemporains, en relation avec finalement les problématiques du temps présent, et jamais dans des textes plus anciens. C'est parfois dommage. Plus fondamentalement, et en lien avec ce qui a été dit dans la présentation liminaire tout à l'heure sur le poids des mots, votre formule, je me demande parfois, et ça irait peut-être dans la suggestion également de Dominique Khalifa d'un livre sur ces questions de migration, s'il ne serait pas bon, dans un article, dans une introduction, que sais-je, de discuter cette question du statut du migrant et la terminologie en usage, migrant économique, réfugié politique, clandestin, réfugié, migration irrégulière, illégale, que ces termes soient éclairés selon une perspective évolutive, discutés autrement qu'allusivement ou en référence avec la Convention de Genève de 1951. C'est par ailleurs un point, mais pas le seul, et là aussi ça enrichirait certainement un livre, où le croisement de l'étude des politiques publiques avec les perceptions de la société civile aurait pu ne pas être limité au temps présent. C'est un élément très fécond des analyses sur le temps présent, mais dans la profondeur historique, à l'échelle départementale, ce pourrait être aussi une piste intéressante. L'autre volet des travaux de Riyad Ben Khalifa sur les migrations est ancré dans l'histoire sociale, puisqu'il porte donc sur les parcours des migrants, leurs conditions de vie, leurs modalités d'intégration, leur perception du pays d'origine et du pays d'accueil, autrement dit leur recomposition identitaire, bref leur vécu. Bon, à ce titre, les textes, j'y reviens à mon tour, les textes qui traitent du bidonville de la digue des Français sortent vraiment du lot, ils sont tout à fait passionnants. Moins parce qu'il dévoilerait une face cachée des 30 Glorieuses, comme cela est peut-être un peu vite avancé. Dès 1995, Marie-Christine Golovitch-Tavares a par exemple consacré un livre au Portugais à Champigny, Le temps des baraques,
Donc finalement, les travaux sur les bidonvilles sont relativement anciens, notamment dans la collection Français d'ailleurs, Peuple d'ici, dirigée par Pierre Milza et Émile Thémim chez Autrement. Mais surtout, ces textes sont passionnants parce qu'ils rendent compte au ras du sol, pour reprendre la formule employée, de la marginalisation sociale et spatiale, avec sa grande précarité, sa violence multiforme, mais aussi, de manière peut-être plus inattendue, ces espaces d'échange socio-économiques. Et j'ai lu avec un très très grand intérêt le rapport sur l'enquête orale menée auprès des anciens occupants du bidonville détruit au milieu des années 70, accompagné de la transcription de l'entretien d'un de ces vieux travailleurs isolés résidant en foyer. Parce que les pages liminaires de l'article donnent les clés méthodologiques en réfléchissant sur les enjeux et les modalités de l'histoire orale, et puis les clés problématiques en présentant les constructions globales de l'enquête, et ainsi le lecteur peut véritablement apprécier la description qui est faite ensuite par un retraité marocain de 90 ans de ce que fut sa vie au quotidien dans ce bidonville à El Oued. Et le sel des propos de ce retraité, retranscrit en tant que tel, vient aussi de son évocation de la déstabilisation économique du Maroc au moment de l'indépendance, des formes d'attachement à sa culture d'origine, de la force des stéréotypes nationaux entre maghrébins, les Algériens sont ceci, les Tunisiens sont cela, etc. Bref, à la fois une approche par le haut, problématique, réfléchie, et puis une transcription tout à fait riche de cet entretien. Alors, me démarquant peut-être de mes collègues, j'ai été, moi, un peu moins convaincue par les deux articles de micro-histoire, peut-être parce que j'en attendais trop, en fait, après avoir lu les pages tout à fait stimulantes qui sont consacrées à ces articles dans le mémoire de synthèse et qui marquent donc tout l'intérêt théorique de cette étude originale de l'atome social, que cet atome soit représentatif ou atypique par rapport au groupe de référence. Donc on l'a dit, il s'agit en l'occurrence de deux parcours que vous qualifiez d'atypiques pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un commerçant et salarié d'origine hongroise et juive, l'autre entrepreneur issu de l'immigration italienne, qui tous deux ont été traduits en justice ou inquiétés à la Libération. Alors dans le premier cas, en dépit de son caractère paroxystique, là pour vous le citer, puisque l'intéressé, donc juif hongrois, s'est enrôlé comme agent de la police allemande tout en arguant a posteriori qu'il avait essayé d'en contrecarrer l'action. Bon, on se demande si cet homme n'est pas représentatif de cette zone grise, finalement assez commune dans cette période où la survie était en jeu. On aurait aussi aimé savoir si son acquittement en janvier 1946, une fois cassé le verdict initial de relation avec l'ennemi, est à mettre ou non en rapport avec un affadissement progressif de l'esprit de la libération et de ce qui a été le processus de désignation sociale du collaborateur. Il me semble aussi que le dialogue entre le second cas, cet entrepreneur, et la question plus générale de l'épuration économique aurait pu être plus soutenu. Bref, j'ai eu un peu de mal, à partir de ces exemples précis, à monter en généralité, mais j'ai retenu néanmoins de ces deux articles qui sont une nouvelle illustration de l'excellente maîtrise qui est la vôtre des archives judiciaires départementales. Très peu de choses ont encore été dites de la troisième thématique, les espaces méditerranéens et subsahariens, ancrés à des questionnements immédiatement contemporains. Cette troisième thématique se fonde donc sur un postulat clairement affirmé selon lequel, c'est le vôtre, le chercheur ne doit pas être isolé du cadre dans lequel il vit, autrement dit ne doit pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, et il est certain que le thème des migrations, par son retentissement actuel, favorise les interactions entre recherche historique et l'actualité. La place de la Tunisie, pays d'émigration mais désormais aussi pays d'accueil ou de transit de migrants subsahariens et libyens, y invite également, et Riyad Ben Khalifa nous apprend beaucoup sur la politique tunisienne en la matière, notamment son positionnement vis-à-vis des pays européens, en particulier le cas de l'Italie, qui est traité précisément, et de l'Union européenne. Cette thématique inscrit aussi la Tunisie dans l'espace plus large du continent africain, notamment au travers de l'étude menée sur sa politique africaine entre 1956 et 1986, grâce à l'ouverture inédite des archives diplomatiques. Et le lecteur non arabophone attend avec impatience la publication d'articles
sur les ressorts, en français, sur les ressorts politiques, notamment la promotion de l'expérience tunisienne de libération nationale, sur les ressorts symboliques également de cette politique étrangère, sur le personnel politique qui en a été l'acteur, sur la manière dont elle s'est inscrite dans l'OUA, autant de thèmes qui sont évoqués et rapidement résumés dans le mémoire de synthèse, mais que malheureusement, ne lisant pas l'arabe, au-delà d'un certain nombre de documents diplomatiques en français qui sont dans l'ouvrage, je n'ai pas pu véritablement apprécier et qui me semble tout à fait intéressant pour un lecteur français ou francophone. Quoi qu'il en soit, et même si je n'ai pas pu en apprécier toute la richesse, ces travaux montrent la capacité de Ben Khalifa à encadrer ensuite des travaux sur l'histoire post-coloniale, l'histoire actuelle de la Tunisie. Il me reste donc finalement à conclure en vous félicitant pour la richesse et la qualité de ce dossier, diversifié mais cohérent, qui prouve pleinement l'attitude de Riyad Ben Khalifa à diriger des recherches, et je l'espère à devenir rapidement professeur d'université, fort de ses coopérations internationales, de sa capacité à animer la recherche. Il n'aura aucune difficulté à engager ces jeunes étudiants chercheurs sur les nombreuses voies qu'il aura lui-même défrichées. Il n'aura aucune difficulté non plus à les inciter à explorer les leurs.